Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, la momie empaillée. Au sud de l'Égypte, sur le site archéologique de Nag el Assaï, une momie très intéressante a été découverte en 1916. Et la sépulture en question a été utilisée entre 332 et 30 avant notre ère. Et suite à la découverte, les restes momifiés ont été transportés dans les sous-sols du musée égyptien du Caire. Mais personne n'a jamais vraiment prêté attention de très près à la momie, car elle ne semblait pas très importante. Elle est donc par conséquent restée dans un coin d'une salle de conservation accumulant la poussière, jusque très récemment. Une équipe de scientifiques égyptiens a décidé sur un coup de tête de passer la momie au scanner, et ce qu'ils ont découvert leur a donné des sueurs froides. La momie, vieille de 2300 ans, est celle d'un adolescent de la haute société. Des dizaines d'amulettes ont été retrouvées à l'intérieur des restes de l'adolescent, 49 pour être exact. Il a été surnommé l'enfant d'or car son corps était rempli de trésors. Et la momie a été placée dans 2 cercueils, un peu comme une poupée russe. Le cercueil extérieur est magnifiquement décoré et porte des inscriptions grecques. Le cercueil intérieur est en bois massif. Le cœur et les organes ont été retirés par une incision pratiquée dans l'aine, le cerveau a été extrait par le nez et placé dans de la résine, et l'enveloppe vidée du jeune homme a ensuite été remplie d'or. Les experts pensent que cela a un rapport avec la croyance égyptienne selon laquelle un paiement est nécessaire pour entrer dans l'au-delà. Les Égyptiens avaient la croyance qu'après la mort d'une personne, son âme devait parcourir le monde souterrain et être jugée. Et en décorant le garçon de 49 amulettes tissées dans les plis des enveloppes à l'intérieur du corps lui-même, l'adolescent aurait dû entrer dans l'au-delà avec richesse et pouvoir. Chaque amulette était censée avoir des propriétés spéciales. L'une d'elles avait la forme de l'œil d'Horus, et le garçon a reçu une amulette en forme de scarabée et le nœud d'Isis. La plupart des amulettes étaient en or, d'autres en argile cuite et d'autres encore en pierres précieuses. Sahar Salim, de l'université du Caire, a expliqué que les amulettes étaient destinées à donner de la vitalité au garçon et à le protéger du mal pendant son voyage vers sa destination finale, le royaume des morts. Numéro 9. Secret du Saint-Fondement. En Espagne, une équipe de restaurateurs travaillait très récemment sur une statue de Jésus-Christ datant du XVIIIe siècle. Et alors qu'ils nettoyaient la statue et lui redonnaient sa gloire d'antan, ils en trouvaient quelque chose de caché dans ses fesses. Oui, un trésor secret a été découvert dans le derrière en bois d'une statue de Jésus-Christ. Comme quoi, il ne faut pas compter les œufs dans le cul d'une poule. Ce trésor est un message, une note écrite en 1777. La calligraphie est magnifique, typique de l'époque, et c'est un prêtre qui l'a glissé dans le derrière du Messie chrétien. Il n'avait probablement pas réalisé qu'il fabriquait l'une des premières capsules temporelles au monde. Et quelle capsule! La note est étonnante pour les historiens. Il parle de tout, des passe-temps populaires du XVIIIe siècle aux personnages célèbres. Elle contient même quelques informations sur la situation économique de l'époque et le discours politique de la fin du XVIIIe siècle. Le prêtre qui a rédigé le document était un certain Joaquín Mínguez. Et les chercheurs le savent parce qu'il a tout simplement signé son nom sur le document. Il était prêtre dans la cathédrale de Burgo de Osma et la statue en bois de Jésus-Christ est conservée à Santa Gueda dans le village de Sotillo de Ribera. La note a été écrite sur 2 pages recto-verso et lorsque les conservateurs ont enlevé le tissu qui recouvrait les parties inférieures du Christ, ils ont trouvé un petit espace. Et c'est de cet espace qu'ils ont tiré la note. L'historien local, Efren Arroyo, a été bouleversé par cette incroyable découverte. Selon lui, il est très rare de trouver des documents manuscrits cachés dans une statue. Cela n'arrive presque jamais. Mais il semblerait que le prêtre ait intentionnellement caché la note pour créer l'une des plus anciennes capsules temporelles jamais réalisées. Il a même consigné le nom du sculpteur, ce qui se passait dans la communauté à l'époque et les noms des maladies courantes qui ravageaient la population. Il a mentionné des jeux d'enfants qui étaient pratiqués et les noms des célèbres toreros locaux. Le prêtre a vraiment noté tout ce qui lui venait à l'esprit pour donner un aperçu de ce qu'était la vie dans sa petite ville espagnole. Numéro 8. Le moine momifié. Dans la ville néerlandaise d'Amersfoort, le Meander Medical Center a eu une petite surprise. Les médecins du centre étaient habitués à traiter des personnes âgées. Mais le patient qu'ils ont reçu en 2014 avait presque 1000 ans.
Le patient n'était manifestement pas vivant. Des chercheurs ont apporté une statue de Bouddha au centre médical pour la faire examiner. Et la statue avait été prêtée par le Drents Museum et pour la toute première fois, les scientifiques espéraient que la technologie médicale pourrait révéler la chose cachée à l'intérieur de la statue grandeur nature. À l'intérieur de la statue se trouvaient des restes momifiés d'un moine bouddhiste assis dans la position du lotus. Le moine est en quelque sorte enfermé dans la statue. On pense qu'il s'appelait Liu Chuan et qu'il a fréquenté l'école de méditation chinoise vers 1100 après Jésus-Christ. Mais il n'existe hélas aucune preuve écrite de ce qui lui est arrivé, mais les scientifiques pensent qu'il s'est momifié volontairement. La pratique de se momifier soi-même était autrefois très courante au Japon et dans certaines régions de Chine, mais n'a plus cours aujourd'hui. Les moines ne mangeaient rien d'autre que des noix et de l'écorce d'arbres pendant qu'ils se débarrassaient lentement de toute leur graisse et de leur humidité corporelle. Tout ce qui pouvait causer la décomposition de leur corps était purgé. Ils mangeaient des herbes, des noix et quelques graines de sésame. Ils buvaient également de la sève d'arbres toxique comme liquide d'embaumement naturel. Et lorsque le moine était proche de la mort, il était emmuré vivant dans une chambre souterraine dans la position du lotus. Et au bout de 3 ans, la chambre était réouverte pour inspection. Si le moine était véritablement momifié, il était emmené dans un temple et vénéré. Mais si ses restes ne s'étaient pas momifiés au cours des 3 dernières années, un exorcisme devait être pratiqué afin d'éliminer la corruption du corps. Mais Liu Chuan est le seul être humain connu des chercheurs à s'être momifié à l'intérieur d'une statue bouddhiste, vraisemblablement. Même avec les tests médicaux effectués au centre des Pays-Bas, les experts ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Ses organes ont été prélevés et remplacés par des morceaux de papier. Et personne ne sait véritablement comment ces organes ont quitté son corps, ni comment il s'est retrouvé à l'intérieur de la statue. Tout cela reste un très grand mystère. Numéro 7. Le saint dans le mur. À l'église de Saint-Marie, située à Folkestone, en Angleterre, un corps a été retrouvé caché derrière un mur en 1885. Cette découverte a eu lieu avant le véritable essor de l'archéologie moderne. Et le corps derrière le mur était dans un état lamentable, rien de plus qu'un tas d'ossements caché derrière une paroi en bois. Les experts de l'époque ne pouvaient pas le prouver, mais tout le monde avait l'intuition que les ossements appartenaient à l'une des figures légendaires préférées des Anglais, la princesse Ainsworth. Et il aura fallu plus de 100 ans, mais une analyse scientifique récente a finalement confirmé cette intuition. Les ossements appartenaient bel et bien à l'une des premières saintes anglaises. Ainsworth était la petite-fille d'Ethelbert, le premier roi chrétien du Kent. Il a régné sur l'est de l'Angleterre de 580 à 616 après Jésus-Christ, et il est probablement né entre 630 et 640, au moment où le christianisme a commencé à se répandre en Angleterre. Son père a fait construire un monastère pour elle à Folkestone, monastère qu'elle va rejoindre à l'âge de 16 ans. Et c'était l'un des tout premiers monastères pour femmes d'Angleterre. Et avant la mort d'Ainsworth, elle est devenue abbesse, c'est-à-dire qu'elle s'est occupée du monastère et de ses occupants. Et selon Andrew Richardson, de l'Archaeological Trust du Canterbury, elle est morte vers 653. Et en raison de ses grandes réalisations, et même si elle n'avait qu'une vingtaine d'années au moment de sa mort, elle a été élevée au rang de sainte. Le simple fait d'être abbesse fondatrice d'une institution monastique originale pour les femmes lui a donné le droit d'être acclamée comme sainte par l'Église. Elle fut l'une des toutes premières femmes saintes en Angleterre. Et lorsque son corps a été découvert, en 1885, des ouvriers étaient en train d'enlever le plâtre du mur nord de l'église. Ils ont trouvé une cavité et une pile d'ossements à l'intérieur d'un cercueil en plomb corrodé. Mais les os étaient en si mauvais état que le vicaire ne permettait à personne de les toucher. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie moderne, que les scientifiques ont été autorisés à inspecter et à manipuler les restes. Et l'analyse a prouvé que les ossements étaient bien ceux d'Ainsworth. Numéro 6. Archéogator. D'anciens artefacts en pierre ont récemment été découverts dans un endroit plus qu'improbable. Dans le Mississippi, un alligator a été découvert avec d'anciens objets amérindiens à l'intérieur de son ventre. L'alligator pesait près de 340 kg
et le chasseur John Hamilton de White Oak a ramené l'alligator capturé pour qu'il soit traité dans une usine de Yazoo City. Et selon l'usine de traitement, ils ont trouvé beaucoup de choses très intéressantes dans les gros alligators. Celui-ci, d'une taille de 4 mètres, a produit le plus grand choc. L'une de ces pierres a été identifiée comme une pointe de flèche brisée, l'autre est un lest utilisé comme poids de pêche par les Amérindiens. Ces objets remontent à une époque que les scientifiques appellent la période archaïque, qui s'est déroulée il y a entre 10 000 et 3 000 ans. La grande question qui s'est tout de suite posée est la suivante. Pourquoi un alligator a-t-il des objets anciens dans son estomac? Et où a-t-il pu se procurer de telles reliques? Il serait logique que l'alligator ait accidentellement avalé un artefact. Mais 2 artefacts semblent être une coïncidence impossible, comme gagner à la loterie 2 fois de suite. Shane Smith, de l'usine de traitement, a déclaré qu'il avait d'abord pensé que l'alligator avait mangé un Amérindien, rien que ça. Mais même les tribus natives les plus rattachées à leur culture ne disposent pas de tels objets aujourd'hui. Les artefacts étaient souillés d'arêtes de poisson, de plumes, de morceaux de cheveux, de bouts de bois et de bile toxique qui peut brûler la peau. Et plusieurs personnes n'ont même pas cru à l'histoire lorsqu'elle a été publiée, mais les experts affirment que c'est tout à fait possible. Les alligators sont connus pour avaler toutes sortes de choses au hasard lorsqu'ils chassent. Et lorsqu'ils ouvrent leurs mâchoires et engloutissent des objets dans leur gorge, des pierres et d'autres objets peuvent également y pénétrer. Il a dû accidentellement avaler une partie d'une cachette d'objets amérindienne sur les rives d'un bayou. C'est le nom donné à une étendue d'eau formée par les anciens bras et méandres du Mississippi. La pointe de flèche brisée est le plus ancien des 2 objets. Selon l'expert James Starnes du Bureau de géologie du Mississippi, elle a plus de 5000 ans. Le lest de pêche a entre 3000 et 5000 ans quant à lui. Numéro 5. Les jarres des enfants. Dans la région autonome de Mongolie intérieure, au nord de la Chine, on a découvert quelque chose d'horrible. Les archéologues ont trouvé des tombes contenant les urnes de 128 enfants. Ces 128 enfants ont été découverts près des vestiges d'une ancienne ville de la dynastie Han, datant de 202 à 220 de notre ère. L'Institut de recherche local indiquait que jamais auparavant autant de cercueils de ce type n'avaient été découverts dans le même comté. À l'intérieur des tombes, les archéologues ont trouvé beaucoup de choses intéressantes. Des pièces de monnaie, des poteries, de vieilles tuiles qui faisaient partie d'une pratique funéraire, mais ce qu'ils ont trouvé de plus fou sont bel et bien les urnes funéraires. Sous la dynastie Han, les enfants n'étaient pas incinérés. Ils étaient placés dans de grandes urnes qui étaient ensuite conservées dans une tombe. Les urnes étaient en fait de grandes jarres, mais elles étaient recouvertes de plusieurs urnes afin que l'enfant ait une couche protectrice autour de son corps. La dépouille de l'enfant était placée au centre et les urnes se chevauchaient comme des poupées en emboîtement. Les habitants de la dynastie Han pratiquaient de nombreuses coutumes anciennes. Ils offraient encore des objets funéraires lors des cérémonies d'enterrement, une tradition qui remontait à 5000 ans avant notre ère. Et cette pratique a même perduré jusqu'à la fin de la dynastie Ming en 1644. Et longtemps après que les Européens eurent renoncé à enterrer les gens avec des trésors, les Chinois ont perpétué la tradition. La crémation a également commencé très tard. Les habitants de la Mongolie intérieure n'aimaient pas l'idée de brûler les morts et l'enterrement était donc la seule véritable option. Mais pourquoi tant de bébés ont-ils été enterrés dans des couches d'urnes? Selon le professeur Lam Weng-Chiang de l'université chinoise de Hong Kong, il s'agit d'une question d'argent. Les riches pouvaient se permettre d'enterrer leurs enfants dans des chambres funéraires à proprement dites, mais seulement les riches. Les briques étaient chères et la plupart des gens n'avaient pas les moyens de construire une tombe pour leurs enfants ou pour eux-mêmes d'ailleurs. Au lieu de cela, les familles utilisaient des urnes, ce qui était culturellement approprié, et on pensait que cela protégeait le corps des éléments et des démons. Numéro 4. La capsule temporelle. En décembre 2014, des ouvriers du Massachusetts State House à Boston réparaient une fuite. La réparation rapide s'est transformée en la découverte de toute une vie lorsqu'ils ont déterré une capsule temporelle qui avait été mise en sécurité dans l'une des pierres angulaires de la structure. La capsule temporelle a été créée par Samuel Adams, Paul Revere et William Scoley en 1795. Samuel Adams était alors gouverneur du Massachusetts et cette année-là, les 3 hommes ont placé le contenu de la capsule dans le cadre d'une cérémonie organisée dans le centre de Boston.
À l'époque, la maison d'État était encore en construction. L'histoire de la State House est fascinante. Située au sommet de Beacon Hill, elle a appartenu au premier gouverneur élu, John Hancock. Et la State House a finalement été achevée en 1798, remplaçant la State House plus ancienne, datant de 1713. D'ailleurs, le bâtiment le plus ancien est toujours debout et sert actuellement de musée historique. Mais sachez que cette ancienne maison d'État avait aussi sa propre capsule temporelle. En octobre 2014, les autorités ont trouvé un récipient coincé dans la tête d'une statue de lion en or. Le contenant était là depuis 113 ans, rempli de lettres scellées et de photographies. L'autre capsule, placée par Samuel Adams, avait été enlevée en 1855 lors de réparations d'urgence du bâtiment. La capsule temporelle a été retirée de son contenant original en peau de vache et placée dans une boîte en cuivre. Les gens l'ont oubliée jusqu'aux prochains travaux de réparation en 2014. La boîte avait la taille d'une boîte à cigares. Elle avait été transportée par la police d'État au musée des Beaux-Arts où elle a été radiographiée et ouverte avec le plus grand soin. Elle contenait des pièces de monnaie en cuivre et en argent datant du XVIIe siècle, une médaille représentant George Washington, une plaque en argent et quelques journaux. Cette découverte choquante a été brièvement exposée au musée des Beaux-Arts de Boston. La capsule a ensuite été enterrée à nouveau avec quelques ajouts modernes pour que les générations futures puissent les découvrir. Numéro 3. La momie des ordures. Au Pérou, des étudiants en archéologie ont fait la chasse aux ordures, ou plutôt la chasse aux momies. Ils ont creusé dans 8 tonnes d'ordures et ce qu'ils ont trouvé caché dépassait toutes les espérances. Sous une montagne d'ordures se trouvait un corps momifié de l'ancienne culture Mandchaï. La culture Mandchaï était connue pour ses textiles complexes et ses poteries décoratives. Ils ont prospéré dans les Andes centrales du Pérou à partir de l'an 1000 avant Jésus-Christ, cultivant en majeure partie le maïs et la courge. Ils disposaient d'un vaste réseau commercial avec d'autres cultures à travers tout ce qui est aujourd'hui le Pérou. La culture était très complexe, mais on les considérait comme étant très solidaires. Puis, vers 1400 de notre ère, ils ont disparu dans l'obscurité, et leurs villes et leurs temples somptueux sont devenus des ruines. La culture Mandchaï était obsédée par la religion. Ils ont créé des enceintes cérémonielles sur la plupart de leurs principaux sites religieux. Ces bâtiments, connus sous le nom d'Ushnu, étaient construits en forme de U et utilisés pour toutes sortes de rites religieux. Pour être honnête, les archéologues ne savent pas exactement à quoi ressemblaient ces cérémonies il y a 3000 ans. Les édifices religieux étaient généralement orientés vers le soleil levant, construits en pierre ou en briques, et les Mandchaïs croyaient très probablement que leurs édifices religieux servaient de point de connexion entre le royaume des hommes et celui des esprits. Mais avant que les archéologues de l'université de San Marcos ne puissent examiner le temple, ils ont dû enlever des tonnes d'ordures. Alors qu'ils étaient occupés à enlever les ordures, l'un des membres de l'équipe a repéré des cheveux et ce qui semblait être le sommet d'un crâne. Il s'agissait en fait d'une momie qui avait peut-être été sacrifiée en guise d'offrande. Et la momie avait été enveloppée dans des tissus de coton et de fibres végétales, puis placée dans une tombe cachée au centre de l'Ushnu. Cela s'est passé entre 1000 avant Jésus-Christ et 200 de notre ère. L'individu a peut-être été sacrifié en guise d'offrande au ciel pour obtenir le succès dans une entreprise quelconque, qu'il s'agisse d'une bénédiction pour les récoltes ou d'un succès dans une bataille à venir. Mais il est très étonnant que la momie soit restée relativement intacte pendant des milliers d'années malgré tous les déchets modernes. Numéro 2. La pièce dans la pièce. Dans la campagne anglaise, des chercheurs ont utilisé de nouveaux scanners laser pour cartographier avec grande précision une maison de campagne historique. Ils voulaient en savoir plus sur la construction d'un trou du prêtre secret et qui a été découvert dans la tour de la maison de garde. La maison de campagne s'appelle Coughton Court et il s'agit d'un manoir Tudor qui a abrité l'influente famille Throckmorton dont c'était le siège ancestral du pouvoir. Cette famille est l'une des plus influentes de l'ordre catholique anglais depuis le Moyen Âge. Les parties les plus anciennes de la structure existent depuis le XIVe siècle. Et entre la fin du XIVe et le XVIe siècle, les persécutions catholiques se multiplièrent en Angleterre. La doctrine religieuse a soudainement changé et les prêtres catholiques se sont retrouvés en grande difficulté. Et dans la maison des Throckmorton, une salle secrète a été aménagée entre les étages de la tourelle.
On l'appelle le trou du prêtre car si des fanatiques religieux venaient pour s'attaquer aux prêtres catholiques, ils pouvaient se cacher dans la chambre secrète. C'est la reine Élisabeth Ier qui envoyait des équipes de recherche pour faire appliquer ses lois anticatholiques. Chose qui lui a d'ailleurs valu une excommunication de la part du pape en 1570. Et le seul moyen d'accéder au trou du prêtre est de passer par une trappe dans la tourelle. Colton Court n'est plus la propriété de la famille Throckmorton. Elle appartient désormais à l'organisation caritative English Heritage National Trust. La chambre est généralement ouverte au public et les touristes peuvent monter les escaliers en colimaçon pour découvrir la cachette secrète des anciens prêtres. Mais lorsque les experts ont utilisé des lasers pour scanner la propriété, ils ont mis en lumière une cachette dans la cachette. Celui qui a conçu cette chose était un véritable génie. Sous le trou du prêtre déjà connu se cache un deuxième trou de prêtre sous un faux plancher. Et si les chasseurs de prêtres de la reine découvraient la première pièce secrète, une autre pièce secrète se trouvait en dessous pour les tremper. Ils pouvaient fouiller la première pièce et ne trouver aucun prêtre, alors qu'en réalité, le prêtre était caché dans la seconde chambre sous la première. Il s'agissait d'une conception vraiment brillante qui prouve à quel point il était dangereux d'être catholique sous la reine Élisabeth Ier. Numéro 1. Le trésor de Monju. Une horde inimaginable d'objets a été découverte dans le corps d'une statuette bouddhiste. Et je dis statuette parce que la figurine ne mesure que 76 cm, ce qui n'est pas assez grand pour être une grande statue. Mais la petite figurine est remplie à ras-bord d'artefacts. Et les autorités ont identifié 180 reliques différentes cachées à l'intérieur, et ils pensent que ces objets mystérieux ont été placés il y a 700 ans. La figurine se trouve au temple Okeji, au Japon, et y est depuis toujours. Le temple était un élément important de l'ancienne capitale japonaise, Nara. Les scientifiques étaient presque certains que quelque chose d'intéressant se cachait dans la statue. Ils ont donc utilisé des tomodensitogrammes pour l'examiner de plus près. Ils ont immédiatement remarqué des parchemins et d'autres objets serrés les uns contre les autres. Il y a environ 30 objets dans la tête et environ 150 dans le corps. Et il est très important de noter que les objets n'ont pas été retirés car personne ne veut endommager la figurine. Et si les objets sont retirés, la statuette perdra considérablement de sa valeur. Il n'aura plus la même importance historique. Shigeki Iwata du Musée national de Nara a déclaré que la découverte des objets augmentait la valeur de la statuette en tant que bien culturel. Et la statuette représente Monju Bosatsu. Dans la légende bouddhiste, Monju est vénéré comme l'un des plus grands bodhisattvas. Les bodhisattvas sont des personnes en voie de devenir des bouddhas, et Monju en particulier est considéré comme la personnification de la sagesse. Les bodhisattvas sont généralement représentés avec de la littérature bouddhiste dans une main et une épée dans l'autre. Et comme vous en doutez, l'épée ne sert pas à se battre, mais à trancher l'ignorance. Pour renforcer encore l'idée de sagesse, Monju est souvent représenté assis sur le dos d'un lion, métaphore de l'apprivoisement de l'esprit humain par la sagesse. Et des scientifiques dévoilent une découverte ahurissante sur l'œil du Sahara. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.